Et puis ensuite, il enchaîne en parlant du prochain James Bond, et là, c'est le drame. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvée pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin agent 007, sera incarné par une femme Renoir. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça va pas du tout. Je suis pas d'accord, ok? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme Voilà. ça. Vous l'aimez Une comme femme ça. Renoir, On va c'est- le changer du jour au lendemain pour un quota. Tu peux dire une Renoir, Une femme noire, mais une femme Renoir. On dit pas le mot noir. il est pas Voilà, à l'aise, James le Bond, je l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça, on va pas le changer pour un quota. Déjà, pour donner un peu de contexte, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc Norman, il fait référence à Lashana Lynch, actrice britannique d'origine jamaïcaine, castée dans le prochain James Bond, le 25e, No Time to Die, attendu pour l'automne 2021. Auditeur, auditrice du Chip, je sais que tu es éveillé, que tu vas t'agacer et me dire que c'est encore une douille d'Hollywood qui veut se refaire une virginité, que la représentation pour la représentation, ça ne sert que les puissants, les multinationales, que ça n'égratigne même pas le statu quo. Eh bien, pour Norman, ça va déjà trop loin, ça va déjà trop vite. Il a un point de côté. Donc, ce qu'il y a de problématique dans ses propos, ça a été très bien relevé par la chanteuse Iseut et le compte Twitter Décolonisons-nous pour résumer donc, ce que tu disais sur le prénom Fatoumata. On stigmatise un prénom tout à fait respectable, Fatoumata. Elles se prennent toujours des balles perdues, Ouais, alors qu'elles ont rien demandé. raillé normalement comme ça en France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, Lashana Lynch, elle ne jouera pas le rôle de James Bond. James Bond sera toujours endossé par Daniel Craig. Dans le dernier James Bond, en fait, il a quitté les services secrets, le MI6, et très légitimement, l'agence recrute Un nouveau Nomi, 007, voilà, c'est ça? Nomi, une jeune femme noire qui prend la fonction de 007. Donc on ne blackwash pas James Bond. Norman raconte du caca. Et enfin, le dernier truc, c'est qu'on n'entend personne s'offusquer du whitewashing de l'Égypte des pharaons, d'Alexandre Dumas, etc. En fait, ce qu'il sous-entend, c'est qu'une femme noire qui joue le rôle d'un agent secret, ce n'est pas crédible parce que femme, parce que noire. Fatoumata Bond. Et pourtant, si, c'est possible. Avant de parler de la question noire, parlons du genre. Il y a bien eu des femmes espionnes, évidemment. Il y a une vidéo de Manon Bril sur sa chaîne YouTube. C'est une autre histoire qui l'explique très bien. Ça s'appelle « Les femmes espionnes ». Et en fait, l'idée d'une femme espionne, ça ne correspond pas exactement à la version que le cinéma et la plupart des romans d'espionnage nous présentent. Hein. Il arrive parfois, effectivement, que ce soit une femme, mais le plus souvent, c'est un mec blanc. Pourquoi pas, hein, On a quand même la figure de Mata Hari qui est assez... Mata Hari, elle en parle dans... justement, Manon Bril, elle en parle dans sa vidéo. C'est pas vraiment une espionne. Ouais, c'est une courtisane, etc., qui récupère pas mal d'informations sur l'oreiller, etc. C'est pas vraiment... une espionne au sens où on l'entend. Mais oui, voilà, on a quelques figures comme ça, mais moi je parle pour l'instant de fiction, tu vois. Il y a parfois des femmes qui sont espionnes, mais le plus souvent c'est un homme blanc, BG en toute situation, quasi immortel. Il pourrait faire du quad sur le toit d'un TGV, sauter du haut d'un hélicoptère, coucher avec toute une ribambelle de femmes de toutes les couleurs, voir les couvertures des romans SAS de Gérard de Villiers, c'est particulièrement problématique. Tu me parles d'un monde qui me fait tellement rêver là. Il peut faire tout ça et arriver à la dernière seconde et empêcher une explosion nucléaire. Donc la franchise James Bond, elle embrasse tous les tropes. Souvent avec ironie, hein, et c'est du gros divertissement, il n'y a pas de problème. Mais plus récemment, en France, par exemple, on a eu le Bureau des légendes. Moi, je viens de finir la première saison. C'est moins tape à l'œil et beaucoup plus crédible. Il y a certes des missions de terrain, mais il y a beaucoup de bureaucratie. On sent qu'il y a une bureaucratie pesante. C'est un métier ingrat. On ne comprend pas toujours les instructions de la hiérarchie. L'information est souvent compartimentée pour protéger les secrets. Et puis, on est souvent, et ça, j'y reviendrai plus tard, dans la zone grise. Mais est-ce que ça veut dire qu'une femme noire ne peut pas être espionne ? Dans l'histoire, c'est jamais arrivé, je pense. Jamais arrivé dans l'histoire. En fait, c'est un domaine, par définition, qui est très opaque, mais moi, j'ai deux exemples historiques connus et avérés de femmes noires espionnes badass, Harriet Tubman et Joséphine Baker. Donc, Harriet Tubman... Mais c'est pas très réaliste quand même, non? Harriet Tubman, donc, elle est née dans le Maryland, elle est née esclave vers les années 1820 et elle gagne le surnom de Moses ou de Moïse en anglais parce qu'elle a la tête de l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin qui n'est pas vraiment un chemin de fer mais plutôt un projet secret clandestin qui a permis de faire évacuer des milliers voire des dizaines de milliers d'esclavisés vers le nord du pays et puis ensuite d'ailleurs il y a une série sur l'Underground Railroad qui va sortir. Pas vu. Ah, elle va sortir sur Amazon, je crois. Parce que c'est Barry Jenkins.
Keynes, Ouais, c'est ça, ouais. qui sera donc Moonlight. Donc Ouais. c'est lui qui sera à la Qui sera- réalisation. Il y a eu aussi un film, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, un biopic sur Harriet Tubman. Je l'ai pas vu. C'est pas ouf. Ben, alors moi, les seules critiques que j'ai entendues, c'était pas tellement sur le film, c'est le fait que, encore une fois, C'était l'actrice est une britannique, Anglaise, ouais. voilà, bref. Mais en plus de son rôle pendant l'époque de l'esclavage avec le Underground Railroad, pendant la guerre de sécession, en fait, l'armée du Nord des États-Unis va utiliser ses connaissances, sa connaissance du terrain pour faire des repérages. Elle va mener des équipes d'éclaireurs, elle va mener des assauts, etc. Donc c'est vraiment un personnage qui, sans aucune ambiguïté, a vraiment été espionne, infirmière, enfin plein de trucs différents. Elle devrait bientôt apparaître sur le billet de $20. Oui, que Trump avait bloqué exactement. À son époque. Ouais. En fait, voilà, c'était avant que Trump soit élu, on avait annoncé le billet de $20. Trump et son administration ont fait oui, enfin on verra en 2028. Et puis finalement, là, Biden a dit qu'ils allaient mettre un petit coup d'accélérateur, donc ce sera pour bientôt. Oui, parce qu'on peut rappeler que sur le billet de $20, pour l'instant, c'est un esclavagiste. C'est le 7e président des États-Unis qui s'appelle Andrew Jackson, qui était un très bon président des États-Unis, sauf si t'es noir, mexicain ou amérindien. Voilà. Et puis le deuxième exemple de femme espionne, bon ben voilà, Joséphine Baker, qui n'est pas juste une artiste, mais qui est aussi une femme d'action, qui a mis son réseau, ses moyens au service de la France libre à une époque où c'était compliqué. Elle a été décorée par le général de Gaulle, elle a fini sous-lieutenant des forces françaises libres, à une époque où voilà, c'était un truc assez compliqué. Et ça, dans l'imaginaire français, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, Joséphine Baker, c'est surtout la meuf qui danse avec les bananes ouais. autour du... Après, globalement, on le dit souvent quand même, qu'elle a commencé comme ça et qu'elle a fini Moi, j'ai jamais su... résistante. Je vais te dire quand est-ce que j'ai appris que Joséphine Baker était autre chose qu'une danseuse. C'est en lisant mon calendrier. Ah bon ? C'est quand j'ai fait ma première visite du Paris Noir, désolé. Non, ils en parlent dans le Secret d'Histoire sur France 3 de Stéphane Bern. C'est pas terrible. Stéphane. Mais ouais, ils abordent la question de Joséphine Baker, résistante, etc. Mais en fait, moi, ce que je voudrais aussi aborder sur la question d'être un espion ou d'être une espionne, c'est la question délicate de la discrétion. Un agent, ça doit pouvoir se fondre dans la masse, et là, ça a double tranchant. On pourra avancer le fait que les racisés soient beaucoup plus contrôlés, surveillés et tout simplement visibles que les blancs. Si vous faites contrôler par la police tous les 500 mètres, vous n'êtes pas un bon agent secret. Si vous êtes en mission incognito dans le nord de l'Écosse et que vous êtes la seule minorité à des kilomètres à la ronde, ça peut être un problème. Trevor Noah, dans son stand-up, avait soulevé ce point à l'époque où on parlait d'Idris Elba qui aurait pu succéder à Daniel Craig. Il disait que les scènes d'évasion seraient nettement moins crédibles. Ouais, je le renvoie. Donc Trevor Noah, dans son stand-up, il avait soulevé ce point à l'époque où on parlait d'Idris Elba pour remplacer Daniel Craig en tant que James Bond. Et il disait que les scènes d'évasion, par exemple, seraient nettement moins crédibles ou réalistes. Idris Elba, James Bond, jumps off the bike, runs into a crowded town square. The bad guys are right behind him. He manages to shake them off, pops into a little alley, gets out on the other side, finds a crowded little marketplace, puts a scarf around his head, a fake beard, blends in with a group of monks walking by. The bad guys turn the corner. There it is! Vous avez compris l'idée. Et en fait, il marque un point, c'est pas faux. Mais du coup, si c'est vrai pour les Noirs, c'est vrai aussi pour les Blancs. Il y a donc besoin d'une diversité de profils pour s'adapter aux missions. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez infiltrer les Black Panthers ou Black Lives Matter, vous n'envoyez pas Tom Cruise ou Matt Damon, vous envoyez Lakeith Stanfield ou Rachel Kahn. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, même dans un contexte majoritairement blanc, personne n'est aussi invisible qu'un corps racisé. Mélanie, tu as vu Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge. Ouais. Est-ce que tu te souviens du début de la saison 2 où Eve, donc l'héroïne, enquête sur une meurtrière qui ne laisse aucune trace et surtout que personne ne remarque? Ça te dit quelque chose au tout début? Eve, donc oui. Sandra Oh. Sandra Oh, oui. Elle n'est pas seulement après Villanelle, elle enquête sur une nouvelle meurtrière, etc. Ouais. Et en fait, cette nouvelle meurtrière, elle pénètre dans les bureaux, dans les hôtels en pleine journée, elle empoisonne ses victimes, elle disparaît et personne ne la remarque. Et Eve, donc l'enquêtrice, réfléchit à haute voix et elle se dit que ça doit être un individu qui fait ses petites affaires, que personne ne remarque, qu'elle n'est pas importante, pas intéressante, invisible. Le genre de femme que les gens voient tous les jours mais ne regardent pas, bingo, c'est une femme de ménage, ou au moins elle se fait passer pour une femme de ménage.
Ouais. Ok. Donc il y a ce truc en fait effectivement de toutes ces personnes racisées qui font les petites tâches et qu'on ne regarde pas dans les yeux et qui peuvent s'introduire à peu près où ils veulent. François, Lupin, tu l'as vu? Oui, c'est le même principe. Voilà, c'est cette scène. C'est passé pour un agent de sécu ou pour un livreur Uber Eats et il disparaît en fait il a réussi à s'échapper dans une marée de livreurs. Et ils auraient dû plus exploiter ça d'ailleurs, je trouve. Parce que finalement, les 2 premiers épisodes, ils disent voilà, c'est facile d'être un voleur quand on est invisible. Et il y a tout ce truc où je me suis dit ouh, political, tu vois. Et en fait, très vite, il abandonne ce truc-là et c'est juste un mec très riche. Moi, je trouve que cette série, elle tient pas si t'enlèves Omar en fait. Je trouve que c'est dommage, ils n'ont pas assez exploité leur truc. On fera un épisode Lupin, je pense. La deuxième partie, pour la deuxième saison. Même au début. Mais bon, c'est... Dans le bureau des légendes, il y a Irina Mulwil, une actrice française d'origine congolaise qui joue la mule, un personnage secondaire qui, si j'ai bien compris, parce que j'en suis qu'à la saison 1, gagne en importance au fur et à mesure, au fil des saisons plutôt. Et de premier abord, elle inspire le respect, on va pas l'emmerder, mais elle est très discrète, elle n'éveille pas les soupçons, notamment parce que les gens qui lui ressemblent sont rarement en position de pouvoir, de décision, d'être nuisibles, etc. En fait, toute cette histoire, tout ce que je viens de vous raconter, c'est une sorte de prétexte pour vous parler d'un roman que je viens de finir, American Spy, de Lauren Wilkinson. C'est sorti en 2019 et malheureusement, ça n'a pas encore été traduit en français. C'est un premier roman qui a été acclamé par la critique. Déjà, il faut faire un point couverture. On y voit la silhouette d'une jeune femme noire drapée dans le drapeau afro-américain, donc le drapeau étoilé mais aux couleurs panafricaines, rouge, vert, noir. C'est l'histoire de Marie, une espionne noire américaine qui va devoir mener une mission hyper complexe dans les années 80. Elle doit infiltrer un leader africain très charismatique mais aux intérêts contraires aux puissances occidentales, Thomas Sankara. Et le livre est particulièrement puissant. La première scène, elle est dans sa maison dans le Connecticut avec ses 2 enfants. Un homme armé s'introduit dans son domicile. Ils se battent. Il essaye de l'étrangler, mais elle arrive à attraper son 9 mm et lui colle une balle dans la tête. Le chapitre suivant, elle est en Martinique, en voiture, et elle se plaint des embouteillages et des grèves. Donc ça, c'est très, très réaliste. Ça. C'est tiré d'une histoire vraie, ça. Là, je sursaute un peu. Qu'est-ce qui se passe? Marie est Martinican American. Les couleurs rouge, vert, noir, d'ailleurs, pour le coup, je me demande si c'est pas un clin d'œil, enfin, les gens comprendront, mais en fait, elle va s'installer temporairement à Sainte-Anne, en Martinique, pour mettre ses fils en sécurité. Le roman, en fait, il est sous la forme d'une lettre testament à ses 2 fils. En gros, elle répond à toutes les questions qu'ils pourraient avoir à l'avenir si elle n'était plus là pour leur raconter leur histoire. Comment est-elle devenue espionne? Elle travaille d'abord pour le FBI, et puis ensuite, elle est recrutée comme prestataire temporaire par la CIA, affectée à des missions de... CDD, intermittent. Ouais, mais en fait, voilà, ces 2 missions, elle fait des petites missions comme ça pour la CIA. Elle explique qu'en fait, c'est le terme en fait pour les agents. Excuse-moi, tu as peut-être dit l'information, mais j'ai peut-être oublié. C'est une histoire vraie ou c'est une fiction? Non, c'est complètement fictif, roman complètement fictif. Et rapidement, dans le livre, il est question des tensions et des contradictions en fait que ça soulève. Faire partie d'une institution qui a toujours traité son groupe avec... sévérité, on va dire ça comme ça. Pour s'en sortir, elle disait à ses collègues, pour éviter toutes ces tensions, elle disait à ses collègues qu'elle ne se souciait pas de la politique. En parallèle, elle dit que c'est complètement ridicule, que personne ne devrait croire à cette réponse, mais qu'en face d'elle, elle avait des hommes blancs qui n'avaient pas une existence aussi politisée que l'existence d'une femme noire. La majorité du roman se déroule entre les États-Unis, la Martinique et le Burkina Faso. On y parle de néocolonialisme, de tiers-monde, de guerre froide, mais aussi de loyauté. Un des points forts de Marie, c'est sa binationalité. Elle parle français et elle approche certaines de ses cibles en se faisant passer pour une traductrice de l'ONU. Je ne sais pas si Jean Dujardin ou Daniel Craig auraient réussi à gagner la confiance de leaders panafricains. Des personnages qui Jean Dujardin, vu son accent. S'il fait une blackface, on verra dans le prochain OSS. Ouais. Mais voilà, rapidement, en fait, moi, ce que je voulais soulever avec tout ça, c'est plutôt des questions de loyauté pour les agents racisés ou binationaux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la vidéo de Manon Bril sur les femmes espionnes. Elle parle d'une femme qui s'appelle Martha Duncan, et qui était un agent de la CIA, mais binationale, panaméenne et américaine. Et elle s'est servie, en fait, de sa connaissance de la culture, enfin de son identité panaméenne, pour travailler au service des États-Unis et ensuite aider à renverser le dictateur en place à l'époque, Noriega. Donc c'est vraiment une question en fait de loyauté et de est-ce que c'est pertinent en fait pour une femme racisée de poser la question de est-ce qu'une femme racisée peut être espionne, mais est-ce qu'une femme racisée devrait être espionne?
Bref, voilà, Mélanie, je suis assez d'accord avec toi. Cette réflexion, elle m'est venue grâce à Norman et donc je m'en suis très reconnaissant. Merci Tavo pour les travaux. Mais voilà, en conclusion, non, je sais pas. Je sais pas si... En conclusion, 1 étoile au spectacle. 1 étoile au spectacle, 5 étoiles pour la réflexion. Ça se trouve, Norman, en fait, cherche à provoquer les femmes noires en leur disant « Vous pouvez pas, vous les Fatoumata, être des agents au service de la France et provoquer des vocations comme ça. Je n'y vois pas d'autre explication. C'est tout pour moi.